Bonjour à toi et bienvenue dans cette vidéo de correction de la compréhension écrite de l'examen numéro 3. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer quelles sont les bonnes réponses et comment tu pourrais avoir de meilleures notes et comment tu peux mieux choisir tes réponses. C'est parti, on commence avec l'exercice numéro 1. Le but de la gratuité des musées. Quel est le but de la gratuité des musées ? C'est de faire venir de nouvelles personnes, attirer des publics peu habitués à la culture. Donc voilà, ce ne sont pas des gens qui viennent au musée habituellement, donc ce sont de nouvelles personnes. Ensuite, nous avons de faire venir des touristes, non, et les touristes viennent, que les musées soient gratuits ou pas, ils ne viennent pas pour des musées gratuits, les touristes, et de faire venir des jeunes. Quelques musées parisiens, mais ce n'est pas le but de la gratuité des musées en général. Okay ? La question numéro 2 de l'exercice 1, le résultat de cette opération est plutôt mitigé. Okay ? Parce qu'on a des gens qui sont contents, d'autres qui ne sont pas contents, d'autres qui sont un peu neutres, quoi. Parce que la fréquentation, c'est vrai, elle augmente, certes, mais ce sont des habitués. Donc voilà, on donne l'accès gratuitement au musée pour qu'il y ait plus de fréquentation. Il y a plus de fréquentation, oui, mais ce sont des personnes qui sont habituées au musée. Alors que le but, là, c'était vraiment de faire venir de nouvelles personnes. C'est pour ça que c'est un peu mitigé. D'après Françoise Wasserman, la gratuité des musées ne fait venir que des habitués. Non, 3/4 sont des habitués. B, 25% de la hausse des visites concerne de nouveaux visiteurs. Ok ? Donc, 3 visiteurs sur 4, excusez-moi, 3 visiteurs sur 4 sont des habitués. Donc, 1 sur 4, ce sont de nouvelles personnes, ce sont des nouveaux visiteurs. Je ne sais pas si vous arrivez à me faire comprendre. Là, on a les visites de musée. Ici, on a 1 sur 4. Et ici, on a 3 sur 4. OK ? Elle dit que la 25% de la hausse des visites concerne de nouveaux visiteurs. Elle a raison. Tout ça, là, le rond, là, c'est la hausse des visites. Et 1 sur 4, c'est 25%. OK ? Ensuite, on a la hausse de fréquentation des musées n'est pas due aux habitués. Si, elle est due aux habitués et aux nouveaux. Donc voilà, elle est due aux deux. 4. Quel musée a reçu beaucoup de visiteurs internationaux ? Le Centre Pompidou, parce qu'il a eu des touristes étrangers. Donc voilà, il faut dire le mot étranger, il faut que vous le connaissiez. Okay ? Si vous ne connaissez pas le mot étranger, vous pensez que c'est quelque chose d'étrange, de bizarre, vous n'aurez pas la bonne réponse. Vous l'aurez difficilement. Parce que vous auriez pu dire le musée de l'air et de l'espace ou le musée Guimet pour X ou Y raison. Okay ? Mais là, on a bien touristes étrangers et c'est en rapport avec les touristes internationaux. Maintenant, on a les musées peuvent fermer par manque de bénéfices. Non, parce que si les musées ne font pas assez de bénéfices, en France, ils ne vont pas fermer. Jamais. C'est l'État qui va leur verser une dotation pour qu'ils puissent survivre et rester ouverts, tout simplement. Ensuite, la B. Les musées coûtent beaucoup d'argent au gouvernement. Oui, parce que l'État, il compense les pertes. C'est-à-dire que quand un musée perd de l'argent, c'est l'État qui vient donner de l'argent au musée. Les musées permettent de gagner de l'argent plus tard. Non. Cette mesure a aidé les collégiens et les lycéens. Non, parce que ce ne sont pas des étudiants. Les collégiens et les lycéens, ce sont ceux qui vont au collège et ceux qui vont au lycée. Après le collège, il y a le lycée. Après le lycée, il y a l'université. Et à l'université, il y a des étudiants. Ceux qui poursuivent des études, ok ? Les étudiants. Quand on parle d'un collégien ou d'un lycéen en français, on dit qu'il va à l'école, ok ? Parce qu'il est à l'école pour apprendre des choses générales. Mais quand on a terminé le bac, quand on a terminé le lycée,
et qu'on va à l'université, on apprend quelque chose de spécial et on appelle ça des études. On étudie quelque chose de spécial. Ça peut être le droit, ça peut être la finance, ça peut être les langues étrangères, mais on étudie. Ok ? Faites très attention à ça. Quand vous avez étudié, ça va avec étudiant. Aller à l'école, c'est soit l'école primaire, le collège, le lycée. Ça peut être un écolier, ça peut être un collégien, ça peut être un lycéen. Il faut faire attention à tout ce vocabulaire-là, tout ce lexique de l'école. Ok ? Ensuite, nous avons, je me suis un peu perdu, le personnel des universités. Non, ce sont leurs élèves, ok ? Ce sont ceux qui poursuivent des études. Ce n'est pas le personnel. Question numéro 7. Ce que Jacques Rigaud veut dire, c'est qu'il ne faut baisser le prix que pour certaines personnes. Donc, je vous l'ai dit, ne et que, ça veut dire seulement pour certaines personnes. Donc, tarif réduit pour des publics ciblés. Ok ? Faut pas donner, faut pas faire de musée gratuit pour tout le monde, mais faut peut-être offrir le musée gratuit que pour une catégorie de personnes, tout simplement. Voilà pour l'exercice 1. Je te laisse compter tes points et ensuite on va à l'exercice 2. Pourquoi la question du bien-être animal s'est intensifiée ? Intensifiée, c'est-à-dire qu'elle est devenue beaucoup plus importante qu'avant. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu un fichier partagé, il y a eu une maladie que tout le monde a vue, ou il y a eu un jugement. Non, à cause d'un fichier partagé. C'est une vidéo qui a été partagée. Et depuis la vidéo choc, en gros, et ben là, les gens ont vraiment pris conscience que le bien-être animal existait. Okay ? Le terme antispécisme a pour but l'égalité entre l'homme et les animaux. En fait, il rejette toute hiérarchie entre les espèces. Ok ? Égalité, hiérarchie. Hiérarchie, c'est moi, je suis plus important, moi, je suis plus important que lui. Lui, il est plus important que celui qui est en dessous. Et tout en bas, on a les animaux. Ok ? Et tout ça, c'est la hiérarchie. L'égalité, c'est moi, je suis comme lui, je suis comme lui, je suis comme lui, je suis comme lui. Donc voilà. La fermeture des abattoirs, non, ce n'est pas ça l'antispécisme. Et la baisse de la consommation de viande. Ça, c'est l'association qui milite pour ça, mais ce n'est pas le terme antispécisme qui a ce but-là. L'organisation 269 Life, Choose 269 Life, veut sensibiliser la population en allant sur le terrain. Occupation d'abattoirs, manifestation et désobéissance civile. En fait, aller sur le terrain, vous savez, le terrain, là, c'est très très important. On a, je vais vous donner un exemple, on a des policiers qui travaillent dans des bureaux, qui interrogent les gens, qui font des enquêtes, qui passent des coups de téléphone, etc. Et on a des policiers sur le terrain. Sur le terrain, ça veut dire dans la rue. Et eux, ils vont dans la rue, ils vont dans les abattoirs, ils sont sur le terrain. Ils ne sont pas sur Internet. Ils ne sont pas sur YouTube en train de faire des vidéos. Ils ne sont pas en train de créer des tracts pour les mettre dans les boîtes aux lettres des gens. Ce sont des gens qui sont sur le terrain. Ok ? Question numéro 4. Les moyens d'action de 269 Life ont eu des résultats plutôt positifs. Pourquoi ? Parce que ces initiatives, elles reflètent une évolution des mentalités. Les Français consomment moins de viande. Donc voilà pourquoi ça a eu des effets positifs. Laurent Pinatel s'occupe d'animaux destinés à la vente. Pourquoi ? Parce qu'il est éleveur. Pour répondre correctement à cette question, il faut savoir ce que c'est qu'un éleveur. Un éleveur, c'est une personne qui a beaucoup d'animaux dans une ferme. Il leur donne à manger, il les fait grandir, il les vend. Et cette vente a pour destination la consommation humaine. Il les vend pour que nous les mangions. J'élève des poules, j'élève des vaches, etc. Comment les vendeurs de viande se défendent ? Avec de la publicité, Interbev distribue des brochures qui financent des événements pour promouvoir la viande. Okay ? Promouvoir la viande, c'est faire de la publicité de la viande. Okay ? Avec des promotions sur leurs produits. Il faut faire attention entre
Faire une promotion, c'est une remise. C'est, je sais pas moi, 1 kilo de bœuf acheté, 1 kilo de bœuf offert. Ça, c'est une promotion. OK? Promouvoir. Promouvoir, c'est mettre une affiche, passer à la télé, mettre des publicités à droite à gauche, une affiche dans les rues, faire de la publicité, promouvoir. Une promotion, c'est une offre, 1 kilo acheté, 1 kilo offert. Ou une remise, moins 50%, etc. Aucune baisse de prix n'est mentionnée. Okay. Elle organise des événements pour proposer de la viande. Donc voilà, promouvoir, faire de la publicité. Ce n'est pas organiser des événements, promouvoir. Exercice numéro 2. Le point commun entre les welfaristes et L214 réside dans A. La défense des animaux, différents moyens et objectifs, mais le but reste le même. En fait, ces deux associations veulent défendre les animaux. La consommation de viande, en fait, on a l'une qui est pour une consommation de viande plus responsable, et on en a une autre. Ça, c'est les welfaristes. Ils veulent des conditions d'élevage saines, j'ai envie de dire, qu'on élève bien les animaux, qu'on arrête de leur faire du mal. Ça, ce sont les welfaristes. Par contre, 269 Life, ils refusent tout compromis. Ils ne veulent aucune consommation de viande, aucune exploitation animale. Ils sont d'accord sur une chose, la défense des animaux. La consommation de viande, ils ne sont pas d'accord. Et l'exploitation animale, l'un veut les améliorer, l'autre veut les supprimer. Okay ? Aucune exploitation animale pour l'un, et l'autre, il dit qu'il veut les améliorer. Donc voilà, ils ne sont pas très d'accord sur ces deux autres choses-là. Voilà pour l'exercice numéro 2. Je te laisse compter tes points, et on va passer à l'exercice numéro 3. C'est parti pour l'exercice numéro 3. La surveillance des activités en ligne est une responsabilité parentale. Donc voilà, en tant que mère au foyer, donc là, elle dit, moi, je suis mère au foyer, je m'assure que mes bambins utilisent des outils sécurisés. Vous savez, bambin, c'est un synonyme d'enfant. D'accord ? Bambin. Si vous voyez ça dans un texte ou vous entendez ça dans un audio, bambin, ça veut dire un enfant. OK ? Donc voilà, la responsabilité parentale, voilà, sécuriser, des outils sécurisés. La confiance et l'indépendance des adolescents sont essentielles. Mathieu, en surveillant tout ce qu'ils font, ils risquent de ne plus croire en nous et en leur autonomie. Croire en nous et la confiance, c'est la même chose. L'indépendance et l'autonomie, c'est aussi sensiblement la même chose. Voilà pourquoi c'est Mathieu qui correspond le plus à cette affirmation-là. Privilégie les échanges plutôt que la surveillance excessive. Okay ? Inès, privilégiez le dialogue et la confiance. Okay ? Là, on a dialogue pour les échanges et surveillance, c'est la confiance. D'accord ? Donc, pas de surveillance, on veut plutôt de la confiance. Parce que la surveillance peut devenir oppressante, c'est ce qu'elle dit, et elle veut plutôt les accompagner aussi pour qu'ils développent de bonnes habitudes. Voilà pour elle. Ensuite, on a Internet présente des risques qu'il faut anticiper. Pauline, les dangers d'Internet, voilà, ça c'est les risques, comme le cyberharcèlement ou les contenus inappropriés. D'accord ? Là, on a la question numéro 5. Une surveillance abusive peut nuire au lien parent-enfant. Ça, c'est Inès. Trop de surveillance, ça veut dire surveillance abusive. On abuse de la surveillance, on surveille trop, ok ? Peut devenir oppressante pour les adolescents et nuire à leur relation avec leurs parents. Relation avec leurs parents, c'est le lien parent-enfant. Donc vous voyez que dans ces choses-là, en fait, on utilise beaucoup des synonymes pour remixer un peu ce qui est dit dans les textes, quoi. L'accompagnement est préférable à l'espionnage des adolescents. Très bien. Discuter avec eux des risques et leur apprendre à se protéger. Voilà, apprendre à se protéger. Ça, c'est ce qui s'appelle un accompagnement. Plutôt que de les surveiller. OK ? Surveiller, c'est
l'espionnage. Voilà pourquoi c'est Mathieu. Mathieu, en gros, il pense que quand on surveille tout ce qu'ils font, voilà, ils vont plus croire en nous, en leur autonomie. C'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. Donc voilà pour l'exercice 3. Donc voilà, je te laisse mettre un point sur ton graphique de couleurs différentes. Comme ça, si tu as du rouge pour la compréhension orale, tu mets du bleu pour la compréhension écrite. Et quand tu as terminé ton livre, n'hésite pas à prendre une petite photo et à la partager avec nous sur Amazon et laisser un avis 5 étoiles. Attention, dans l'examen numéro 4, on va changer quelque chose. L'examen numéro 4, tu sais là dans ton livre, tu avais le texte ici et les questions ici. Ok ? Maintenant, dans l'examen numéro 4, je voulais juste te dire avant pourquoi j'ai fait ça, parce que dans le DELF B2, tu vas avoir un petit dossier comme ça. Tu vas avoir des feuilles comme ça que tu vas tourner, comme ça. Et dans le DELF B2, c'est possible que la personne qui imprime ton examen mette le texte ici et les questions là. Donc tu vas devoir lire le texte, regarder les questions, lire le texte, regarder les questions, lire le texte, regarder les questions. Et c'est ce que j'ai décidé de faire dans le livre que tu as pour déjà te faire perdre un peu de temps. Tu auras moins de temps parce que tu auras le texte comme ça. Là, tu n'as plus le texte là et les questions là. Tu avais juste à faire ça. Maintenant, tu dois tourner une page, retourner une page. Et si ça t'arrive à l'examen, que tu as le texte derrière et les questions, tu as le texte ici et les questions là, dans l'examen, bah, tu seras habitué à faire ça. Pour tous les prochains examens, pour l'examen numéro 4, pour les 6 prochains examens, tu auras des compréhensions écrites où tu devras tourner les pages à chaque fois. Ok ? Allez, c'était Abdou. On se dit à très bientôt pour les vidéos de l'examen numéro 4. Ciao !